j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour le chapitre 5. Je te laisse t'installer confortablement. Ça y est, tu es prêt? Quand j'ai été rassurée par ma capacité à enchaîner les bons résultats scolaires, quand j'ai obtenu une mention très bien à mon DESS de lettres modernes spécialisées, quand j'ai obtenu les félicitations du professeur Blanchard à la fin de mon DEA, ma thèse parlait de mémorisation, du détournement du déjà connu par la publicité et des fables de La Fontaine. Quand on m'a de nouveau déclarée boursière pour 4 ans afin que je mène à son terme mon doctorat, je me suis détendue. Il m'aura fallu beaucoup de temps pour enterrer mes complexes, du temps et du travail aussi. Les gros mots sont retournés à la surface de ma bouche. Je n'en pouvais plus de ces bourgeoises et de leur expression tout en nuances. Chez moi, dans mon pays de banlieue, on parle en mettant du feu dans nos phrases. Elle disait oui, nous disions grave. Elle disait j'ai envie de ces chaussures. Nous disions je suis en sang devant ces grolles. Et ainsi de suite, pendant des kilomètres sur l'autoroute du langage. Je n'en pouvais plus de devoir prendre des pincettes avec les mots, la langue de notre pays vivante, et je vous jure qu'aujourd'hui encore, je n'ai connu plus belle invention linguistique que dans les cités où les livres ne sont pas pourtant les bienvenus. Elles ont commencé à coucher avec nos beurs, et voilà que maintenant elles nous piquent nos mots. Elles disent bouffonne, quand à la Courneuve aujourd'hui nous disions poltronne. Leurs filles disent bolos, les nôtres disent BG. Nous disions d'un dossier, quand elles, 20 ans après, nous disent oh, trop la teon. J'ai été validée par des instances supérieures et respectées. L'État français reconnaissait mon aptitude à parler à peu près correctement la langue de Racine, de Corneille, de Victor Hugo, que j'ai toujours placé au-dessus des autres. Je pouvais désormais évoquer mes origines géographiques, pas françaises, celles de ma famille et en être fière. Je pouvais parler comme un chartier et choquer la bourgeoise. J'étais tamponnée apte. J'adorais qu'elle me croie fille inculte, Rastignac sur les bords, bel ami à coup sûr. J'adorais brouiller les pistes, puis violer leurs idées reçues. Aujourd'hui encore, j'adore qu'on dise de moi que je suis une parvenue. Ça évoque le chemin parcouru, le but atteint, les efforts fournis, les sacrifices consentis pour y arriver. D'ailleurs, les filles, jamais les garçons, c'est marrant, qui me nomment ainsi, sont souvent restés immobiles dans leur vie, plantés là comme des drapeaux dans des steaks hippopotamus. Un faux métier dans le meilleur des cas, une migration souvent entre l'aile nord et l'aile sud du 16e arrondissement de Paris, des pensions alimentaires qui payent leur sel de gym, leurs soins esthétiques. Elles refusent les couleurs criardes parce que c'est vulgaire. Elles s'habillent humblement comme pour signifier qu'elles sont au-dessus de tout ça, alors qu'en vérité, elles sont au-dessous de tout. Je finissais donc mes études quand j'ai rencontré Lisa. Elle faisait vaguement la manche à la sortie du RER, station Saint-Michel. Un soir, je lui ai payé un menu Big Mac. Nous avons sympathisé. Je découvrais qu'elle était une bourgeoise qui se teste, ce modèle qui sait la vie vagabonde comme on se sacrifie, pour se sentir encore un peu en vie. Elle était ronde et homosexuelle, juste pour emmerder son père qui avait chanté les refrains que je fredonnais enfant. Elle cachait son père trop connu. Je cherchais mon père inconnu et ça nous faisait un sujet de discussion. Elle habitait un studio acheté par son DAB et souvent quand j'avais la flemme de rentrer dans mes contrées, le soir après des heures passées dans des bibliothèques à user mes yeux sur les pages des livres que des centaines
personne avait tourné avant moi et qui puait les doigts cuits et le vieux. Je restai dormir chez elle. Je lui avais dit pour dissiper tout malentendu: si tu essayes de me bouffer la chatte, je te casse les dents. Elle avait répondu calmement qu'il n'y avait rien à manger chez moi, que j'étais trop maigre à son goût. Pourtant, je sortais de mes années d'anorexie comme on sort de prison, et j'avais repris goût aux bonnes choses et au soleil. Elle buvait des bières comme un Allemand à Munich, et souvent elle s'endormait en ronflant après avoir pleuré sur son sort. Elle avait un joli visage et de vilaines manières. Petite, elle avait suivi son père sur ses tournées. C'était l'époque où ses parents étaient encore ensemble. Le temps où sa mère s'occupait d'elle, lui faisait la classe. C'était la mascotte de l'équipe, le centre de toutes les attentions. Elle faisait tourner sa jupe pendant les répétitions et son père l'appelait mon petit soleil. Le soleil s'était éteint le jour où sa mère a surpris son mec en train de se faire sucer par le chef électro. Elle est rentrée à Paris et devenue dépressive et alcoolique. Elle a refourgué sa vie à ses copines d'abord, puis à sa sœur qui vivait à Marseille ensuite. Lisa n'a pas supporté le changement brutal. Elle s'est renfermée. Elle a trouvé de la douceur maternelle dans des paquets de gâteaux pétés de mauvaises intentions hygiéniques. Elle réclamait son père. On lui disait: il est mort. Elle disait: mais non, il passe dans le poste. On lui répondait: c'est une rediffusion. Et comme le chanteur ne donnait plus beaucoup signe de vie, Lisa s'est mise à l'idéaliser, à le haïr et à l'aimer encore plus. Les bourgeois souvent détestent leur père quand elles ont 20 ans, puis elles se mettent à devenir leur mère quand elles ont des enfants. Elles tendent la main vers le porte-monnaie de leur paternel, comme elles ont vu leur maman le faire avant elles. Elles retournent vers lui pour donner l'image d'une famille idéale, un portrait Ralph Lauren pour profiter un peu de la maison de vacances aussi. La carrière du chanteur s'est envolée quand Lisa est née. Il lui a même écrit une chanson, comme pour s'excuser par avance de ce qui allait survivre. Il sera un père égoïste, voilà, j'ai absent. La carrière du chanteur s'est écrasée quand Lisa a commencé à avoir des seins. Alors, il a réapparu dans son quotidien. Il est revenu sur le devant de la scène familiale. Il avait besoin d'un public. Il a toujours eu besoin d'un public, le chanteur déchu. La mère de Lisa, qui voulait racheter ses fautes, a compris qu'en blâmant le père de son enfant, elle ferait un peu oublier ses errances. Lisa a donc grandi en entendant dire que l'homme qui lui avait aussi donné la vie était un pédé, une fiotte. Lisa est devenue homosexuelle pour soulager son papa. Lisa a toujours eu peur que sa mère y passe. Elle a vécu comme ça, coincée entre les névroses de deux adultes qui se haïssaient après s'être tant aimés. Lisa est devenue une fille capricieuse qui ne supporte pas qu'on lui dise non, un peu comme sa maman. Une fille qui se bourre la gueule presque tous les soirs pour faire artiste, or qu'elle n'est qu'une jolie petite princesse fracassée par des parents à la moralité publiquement reconnue, mais réellement défaillante. Elle s'est construite comme elle a pu, c'est-à-dire mal, coincée entre le marteau de sa mère et l'enclume muette que fut son père. Lisa voulait tout le temps que je l'amène au 4000. Elle disait: j'ai pas peur, comme les enfants à qui on ne demande rien et qui répètent en boucle: ce n'est pas moi qui finis le Nutella. Je ne comprenais pas pourquoi elle flippait comme ça. On n'est pas des bêtes sauvages. Lisa avait peur de nous. Nous avions peur d'eux, ceux de Paris qui nous jugeaient. Nous n'aimions pas leur visite, c'est vrai. Les voitures immatriculées 75 repartaient rarement indemnes vers la tour Eiffel. La vérité sur Lisa, c'est qu'elle se faisait plus de mal toute seule que tous les fantasmes de passage à tabac ou de viol qu'elle déployait pour se faire des émotions. Se donnait le sentiment d'être courageuse. Elle disait: je suis sûre que je pourrais vivre dans une cité. Je ne lui répondais pas qu'en France, statistiquement, nous étions plus nombreux dans mon cas que dans le sien.
ce ne serait pas un exploit. Elle insistait. Moi, je te reçois chez moi. Je t'ouvre ma maison. On se connaît depuis 3 ans et je ne suis jamais venue chez toi. Pourquoi? Qu'est-ce que tu caches, Sylvie? Tu fais partie d'une famille de tarés, c'est ça? Ou alors t'as pas de famille? Tu parles tout le temps de ta mamie aussi. Mais si ça se trouve, elle n'existe pas. Les gens projettent sur vous ce qu'ils sont sans savoir la force de se l'avouer. Un matin, un samedi, je me souviens, il pleuvait. J'ai réveillé Lisa, je lui ai dit « Couvre-toi » et je l'ai amenée chez ma grand-mère. Marco a ouvert sa porte et sorti les plats. C'était Shabbat. Un jour calme chez nous, un jour où la nourriture chauffe depuis la veille, un jour réservé aux retrouvailles, aux câlins, même si nous allumions la télévision. Ça sent la cuisine jusque dans l'escalier. Et la bouffe, quand elle est préparée avec son cœur, a souvent un parfum d'amour. Ce jour-là, à la Courneuve, j'ai découvert une jeune femme qui avait manqué de tendresse toute sa vie. Une vie qui s'était transformée en hérisson sans le savoir. Lisa était gênée par les caresses qui découlinaient des doigts de ma grand-mère. Le fait que j'écrase ma joue sur le sein de celle dont la douceur avait fait de moi quelqu'un de solide. Une femme qui m'a prouvé sans carnet de chèques combien j'étais chère à son cœur, alors qu'elle avait déjà 8 enfants pour la combler et remplir ses bras. Margot qui ne met pas longtemps à saisir les enjeux. Elle aurait fait gagner la guerre mondiale à la France. M'a m'aimait tellement, elle savait prendre vite les bonnes décisions. À sortir une brosse à cheveux. Elle s'est approchée de Lisa et elle a dit « Tu t'es pas coiffée ce matin, toi? Attends, je vais te ranger tes cheveux. » Lisa serait dit un moment. Elle ne refusa pas. On ne refuse pas grand-chose à Margot, de toute façon. Ma vieille adorée passa ses doigts épais dans les cheveux noirs et courts de Lisa. Elle en profita pour caresser son front, tandis qu'elle rangeait sa frange. J'étais jalouse, une vraie jalousie, celle dont on ne parle pas, celle qui vous donne de mauvaises pensées. J'en voulais à Lisa de taper dans mon trésor. Elle avait eu son heure de gloire, et même si elle avait connu le revers de sa médaille, elle avait été décorée. Elle appelait les artistes des Restos du Cœur par leur prénom. Elle vivait dans un quartier magnifique, avait eu plus de confiture que moi sur sa tartine. Je devenais folle, je voulais la griffer, je voulais les gestes de ma grand-mère pour moi toute seule. Margot a 21 petits-enfants. 13 arrière-petits-enfants. Ils savent tous rester à distance quand je parais. Les bras de ma grand-mère me sont réservés. C'est comme ça depuis le début. Ça m'a valu bien des bagarres avec mon oncle Philippe, son dernier enfant. Nous avions 1 an d'écart et il hurlait « C'est pas ta mère, laisse-moi ma mère ». Et mon grand-père le corrigeait parce qu'il m'aimait sans jamais me le dire. Alors, quand cette Françaoui a fermé les yeux pour kiffer un peu plus profondément la douceur des mains de ma grand-mère, je me suis levée et j'ai dit « C'est bon, on s'en va ». Margot a dit en riant « Quoi? Tu es jalouse, ma parole ?» Et j'ai répondu « Non, mais on va te laisser, t'as ton ménage à faire. » Sans me regarder, elle a dégainé du tac au tac. « Toi, Lily, c'est dans ta tête qu'il faut que tu fasses le ménage. » Lisa a ri, et là j'ai vraiment cru que j'allais la tuer. J'étais médiocre, je le savais. J'aurais dû feindre l'indifférence, ça aurait été plus fin, plus stratégique. En rentrant sur Paris, Lisa aurait vanté ma chance. On m'aurait porté en triomphe. On aurait reconnu mon mérite. Je me sentais merdeuse, alors je me suis enfuie. Les allées en voiture de ma cité étaient désertes. Je me souviens qu'enfant, lorsque nous sortions au dehors de nos immeubles, nous n'étions jamais seuls. Il y avait toujours quelqu'un qui gardait un banc, un copain à qui vous pouviez raconter vos malheurs. Personne ne vous jugeait. On en avait tous
1990, les gens avaient disparu. Les cadmiers ne sont plus ce qu'ils étaient. La dynamite détruit méthodiquement nos cabanes, celles où, comme tous les gosses, on a laissé nos plus beaux souvenirs. Je me suis arrêtée devant la rue Renoir, la plus longue de nos bars, et j'ai vu Lisa qui me cherchait. Elle tremblait. J'ai dit, pas quoi, t'as peur? Non. Et toi, t'as peur que je te pique ta grand-mère? Je n'ai pas répondu. Il y avait du rouge sur sa peau laiteuse, de l'eau sur ses cheveux couleur de nuit, et du sang dans ses yeux bleus. Une blanche-neige hardcore. J'ai dit, qu'est-ce que t'as pleuré? Oui, elle avait pleuré. Oui, elle a trouvé que j'avais du mérite d'avoir osé penser qu'une autre vie était possible. Elle a dit, vous n'avez rien, mais vous avez l'essentiel. Et je lui ai expliqué que partir en vacances était essentiel, dormir dans une chambre sans entendre le voisin ronfler était essentiel, pouvoir choisir ses études, son école était essentiel, qu'il n'y avait pas plus d'amour chez nous, qu'on recevait autant de baisers que de tartes dans la gueule. Nous vivions intensément. Et même si chez eux les choses étaient plus larvées, j'avais le sentiment qu'en dépit de ces drames, son quotidien d'enfant choyé avait été plus calme. Entre la poubelle et la cage dorée, je prends la cage dorée. Au moins tu vois le ciel, et si tu n'es pas trop feignasse, ça te donne des perspectives. J'ai ramené Lisa dans le 5e arrondissement. Nous sommes montés jusqu'à son studio et je lui ai dit, tu te souviens de ce qu'on voit du balcon de chez ma grand-mère? Elle m'a dit non. J'ai dit, on voit une tour, sur le côté une barre et de l'autre côté une autre barre. Puis je l'ai conduite jusqu'à la grande fenêtre qui ouvrait sur les toits de Paris, le plus beau ciel de la terre. J'ai dit, tu vois quoi là? Elle a dit sans réaliser ses paroles, le Panthéon, un bout du Luxembourg, Louis le Grand. Alors j'y suis allée de ma tirade de James Joyce. Elle me regardait comme elle avait dû regarder son père quelques années plus tôt, lui raconter ses malheurs, justifier son abandon. J'ai inspiré fort et j'ai lâché. Petite, je ne voulais pas me contenter du peu que j'avais reçu, et aujourd'hui tu me vois, avec mes diplômes en bandoulière. Je ne suis jamais contente, je me cours après. Pour être heureux, il faut se suffire à soi-même. Rien ne me satisfait vraiment. Et tu sais pourquoi? Parce qu'il me manque la moitié de moi. Je n'ai pas connu mon père. Il n'a même pas pris le temps de me faire une chanson pour me dire au revoir. Il n'est pas revenu. Je n'ai même pas pu lui pardonner son absence. Rien ne me comble jamais vraiment, parce que j'ai manqué de tout et que ça reste en moi. J'ai manqué de peau, de culture, de pull en cachemire et de coucher de soleil sur la plage. Et toi, tu crois qu'on t'a trouvé ton Graal parce que t'as passé 2 heures avec une femme d'exception dans un cadre pas commun? Tu trouves ça exotique, c'est ça? Tu envies la truculence de nos vies colmatées. Le talent encore, ça se travaille, c'est négociable, mais la chance, elle te tombe dessus. Tu as de la chance, Lisa. Tu as connu des gens différents. Tu es allée partout. On a ouvert tes yeux sur la beauté et tu n'es pas responsable de tes parents. Tu n'es pas obligé de manger. Tu n'es pas obligé d'être homosexuel pour lui rendre hommage. Ta mère est tombée dans la bouteille. Tu n'as pas à être pire qu'elle. Au moins ils sont là, imparfaits et défaillants, mais ils n'ont pas disparu de ton paysage. Tu cherches la mouise parce que tu n'as rien de mieux à faire, Lisa. Fais gaffe, on peut se battre contre ses ennemis, mais quand le rival c'est toi, là ça devient plus difficile de s'en sortir. Je lui citais Baudelaire et La Fontaine et Pascal. J'évoquais les grands auteurs pour qu'enfin elle me croie. Je lui parlais d'elle pour mieux parler de ma petite personne, moi qui dépense mes jours à racheter les conneries de ma mère, qui cherche l'approbation paternelle dans tous les regards des hommes que je croise. Je n'avais aucun respect pour Lisa. La façon dont elle abîmait son joli corps et son visage de poupée me donnait envie de l'enterrer pour de bon. Je ne voulais pas l'aider, parce que, en dépit de nos soirées passées à croiser nos vies, nous ne partageons rien. J'aurais voulu qu'elle se réveille, qu'elle ouvre ses yeux et qu'elle avance.
Je voulais qu'elle rende hommage à sa chance. Mais comme disait Margot, qui en connaît un rayon, question humanité, tu peux pas demander aux autres d'être toi. C'est ça qu'on appelle la dictature, de vouloir que tout le monde y fait comme toi tu désires. Après qu'elle a craché sur les chansons à texte, après qu'elle a tenté de fuir en faisant le tour du monde, un fouloir noué sur son crâne rasé pour guérir son alcoolisme, serait rassuré en se confrontant au dénouement des autres en Inde. Au bouton, Lisa s'est mariée avec un banquier. Elle vit à Londres, où elle prend la pause au milieu d'un troupeau d'expatriés qui se serrent les coudes pour oublier qu'ils sont perdus. Le courage de la bourgeoise s'arrête parfois là où commence la menace. Son père a annoncé qu'il reprendrait le studio des beaux quartiers et le bifton qui s'est remis à lui verser en cascade quand la mode des années 1980 a refait surface, si elle n'arrêtait pas tout de suite ses conneries. Lisa a compris la valeur de ses privilèges quand elle a envisagé leur possible abolition. Lisa, qui avait toujours peur de vivre, a sursauté le jour où elle a compris qu'un réel danger allait bientôt planer sur ses postures. Et vous me direz ce que vous voudrez, mais une mule, tu la fais avancer à coups de trick, pas avec des belles paroles piquées à des auteurs inspirés.